Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Je suis ravie alors d'en retrouver un certain nombre, d'en rencontrer d'autres. Voilà, alors comme Éléonore vous l'a très bien expliqué, effectivement, alors, c'est la technique, il va falloir s'y mettre, voilà. Alors non, en fait, je vais revenir tout au début, toc. Oui, donc on a effectivement souhaité faire une sorte de classique. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Très bien. Allez, c'est tout le monde. La deuxième. Oh, mais si tout le monde m'entend? Non? Ah, Monica. Alors, et comme ça, bon, très bien. Oui, on fait une sorte de tournée, j'allais dire, des communes, et puis donc à travers des cafés-débats, moi je n'ai pas souhaité faire des réunions publiques, parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'il y ait des interactions entre nous. C'est pour ça que je privilégie, et avec grand plaisir, ce format. On en a fait un, effectivement, il y a un mois à Neuville, et je crois que ça s'est très bien passé pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on renouvelle, et puis on va donc sur toute la circonscription, qui, pour information, contient 25 communes. Voilà, on a intitulé, j'allais dire, ces tournées, la politique et si on en parlait, parce qu'on entend beaucoup de choses, et voilà, moi je vais vous en dire un certain nombre, je vais aussi vous écouter, et c'est assez sympathique. Évidemment, le thème premier qu'on a choisi, c'est sur le pouvoir d'achat, parce que c'est celui qui nous concerne tous, et sur lequel on a déjà beaucoup avancé. Plusieurs, j'allais dire, sous-titres, CSG, évidemment, retraite, emploi, taxe d'habitation. J'aurais pu les occulter, parce que c'est pas forcément des sujets qui sont faciles, ni conciliants, mais voilà, tant qu'à faire, autant soulever tous les désaccords ou les questions qu'il peut y avoir à ce sujet. C'est pas le bon bouton. Alors ça, c'est ce qu'Éléonore effectivement vous a dit. Une précision juste concernant les questions que vous êtes amenés à rédiger. Elles peuvent complètement sortir du cadre de la thématique du pouvoir d'achat. À Neuville, typiquement, vraiment, il y avait des questions qui concernaient le national, l'ultra-local, enfin vraiment, donc n'hésitez pas. J'ai choisi de commencer ces cafés-débats par une présentation, j'allais dire, pour essayer de remettre les choses un petit peu dans le bon ordre, pour donner du sens tout simplement à toutes les mesures qu'on a déjà votées depuis un an et qu'on est amené à voter dans les mois qui viennent. Parce qu'évidemment, toutes les mesures qu'on prend ne tombent pas du ciel, c'est pas tout à coup la bonne idée qui vient, mais elles s'inscrivent vraiment dans un contexte. Donc le but, voilà, la raison pour laquelle on est amené à voter ces mesures, on s'appuie sur l'histoire pour justement éclairer naturellement le présent et surtout construire le futur. Alors, et voilà, le contexte et les mesures qu'on est amené à prendre en ce moment, elles s'appuient justement sur la société française telle qu'elle était il y a 70 ans. Et vous en conviendrez que depuis 70 ans, notre pays a énormément changé. Alors, il y a 70 ans, on sortait de la Seconde Guerre mondiale. Et en 1945, suite à tout ce que les Français avaient enduré, il a été créé donc la sécurité sociale. Le but était naturellement de protéger tous les Français, entre autres, de la maladie. Peu de temps après, 13 ans après, c'est le général de Gaulle qui non seulement s'est dit on a protégé des maladies, ou en tout cas on aide les personnes malades les plus faibles avec la création de la sécurité sociale, mais effectivement il faut aussi penser à ceux qui n'ont pas accès au travail aussi facilement que d'autres. C'est pour ça qu'on a créé l'assurance chômage. Et vraiment, c'est à cette époque-là, donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale, que notre modèle social français a été inventé. C'est celui qu'on a aujourd'hui et qui se base donc dans ce contexte très particulier de sortir de guerre.
Alors ensuite, certains ont eu la chance de connaître cette période. Alors moi, je ne la connais que par les livres d'histoire, par mes grands-parents, qui décrivent ça vraiment comme une période magnifique, effectivement, ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. Alors, le pays sort de la guerre, tout est à reconstruire, il y a du travail, les États-Unis nous aident à travers le plan Marshall. Après une période naturellement de très grandes difficultés, là, la France revit. Va avec, effectivement, les Français qui ont envie de se sortir, j'allais dire, la tête de ces années terribles de guerre, le fameux baby boom, une démographie vraiment qui est exponentielle. Bonsoir. Et avec tout le pays à reconstruire, de l'emploi, vraiment de l'emploi comme justement, mes grands-parents l'ont connu, et d'après ce que j'ai pu en entendre, si on quittait un emploi un jour, le lendemain on en trouvait tout aussi facilement. C'est aussi l'avènement de la société de consommation, en tout cas, et puis de tous les produits électroménagers qui ont fait que c'était effectivement pendant 30 ans une période et un pays qui allait très très bien. Et alors donc on a effectivement baby boom, plein de gens qui travaillent, du travail vraiment sans aucun souci puisque le pays est à construire, et donc beaucoup plus de travailleurs que de personnes qui ne travaillent pas, d'inactifs et de retraités. Et donc le mode de financement de notre modèle social français était naturellement basé sur la cotisation des salariés, très nombreux, et qui pouvaient, j'allais dire, subvenir aux besoins des inactifs beaucoup moins nombreux. Et hélas, cette période enchantée, ce conte de fées qui a duré quand même une trentaine d'années, a pris fin. 1973, premier choc pétrolier, et là, plus rien n'est comme avant. Les Français découvrent que la croissance ralentit, que les balances commerciales, pas seulement françaises, commencent à devenir déficitaires. L'endettement public qui explose, et puis avec ce fameux cercle vicieux, le chômage qu'on ne connaissait pas qui commence à apparaître. La dette publique, donc, qui vraiment, hop là, bon là on n'est qu'à partir du deuxième choc pétrolier, mais on voit de manière absolument patente que rien ne l'arrête, hélas, la dette publique vraiment se creuse. Et ce, quelles que soient les politiques, j'allais dire, en place. On voit très bien la droite, la gauche qui alternent comme ça, et puis on continue de creuser dans les finances publiques. Et voilà. Donc, est-ce qu'on continue comme ça ? Il va bien falloir mettre un terme à cette dette publique qui explose. Alors, outre la crise économique, une crise sociale. Alors, les 30 Glorieuses, justement, sont passées. On disait que tout allait bien, les Français étaient joyeux, société de consommation. Hélas, ce n'est plus pareil. Face à la hausse du chômage, naturellement, il est de plus en plus difficile de trouver du travail. Avant, on pouvait passer 40 ans dans une même entreprise, ce n'est plus le cas. Les CDD commencent à arriver. Et puis, quand on ne sait pas de quoi demain sera fait, naturellement, on perd confiance, à la fois pour soi-même, mais pour ses enfants, parce qu'on pense toujours aussi aux générations futures. Et puis, il y a un repli sur soi, des tensions qui naissent. Et dans ces cas-là, on cherche toujours un coupable. On recherche un bouc émissaire. Alors, quand tout va à peu près bien, ça va, mais quand on est un petit peu laissé de côté de la société, les plus pauvres considèrent que c'est à cause des plus riches, les Français peuvent considérer que c'est à cause des étrangers ou de l'Europe, ceux qui travaillent dans le privé que c'est à cause des fonctionnaires. Bref, une société qui était avant qui avançait ensemble grâce à l'économie qui fonctionnait très bien, est en train vraiment de se scléroser. Et donc, tout à l'heure, je vous ai présenté effectivement la société française telle qu'elle était au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et 70 ans après, c'est-à-dire aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus du tout la même chose. On avait le baby boom. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'aujourd'hui, les Français
les Français, pas que les Françaises d'ailleurs, les Français font de moins en moins d'enfants. Alors ça on peut que s'en réjouir de vivre plus longtemps, mais voilà, donc nos fameux baby boomers qui sont de plus en plus âgés et donc de plus en plus nombreux. Et regardez les chiffres que je vous laisse découvrir, mais donc la proportion des actifs qui est de plus en plus faible par rapport aux retraités. Si on compare dans une dizaine d'années, donc il y aura 80 ans entre le premier chiffre et le deuxième, on double la proportion de retraités par rapport aux actifs. Donc notre modèle social français qui avait été inventé juste au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec une société, donc avec beaucoup de travailleurs qui cotisaient pour tout le monde, se retrouve là. Je vous en prie. Bonsoir. C'est exactement l'inverse. Dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, on a de moins en moins de salariés, donc de moins en moins de cotisants, et en revanche, de plus en plus de personnes qui en bénéficient. De fait, le modèle social qui a été inventé en 1945, dans les années 50, ne peut plus perdurer, il n'est plus pérenne. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait se dire, on change complètement de modèle social. On considère qu'on ne veut plus un modèle social solidaire, on le privatise, on fait un modèle social, si on peut l'appeler comme ça, à l'américaine. Certains candidats aux élections présidentielles l'avaient évoqué. Mais nous, c'est pas du tout le cas. On veut vraiment continuer à protéger nos populations, toutes nos populations, tous les Français, tous ceux qui sont naturellement un petit peu mis de côté. Parce que l'emploi est plus difficile, parce qu'on est malade. Et puis il y a aussi quand même vraiment le lien intergénérationnel qu'on veut absolument préserver entre les jeunes travailleurs, les étudiants, puis les retraités, enfin voilà. Donc si on veut conserver ce modèle social de solidarité qui nous tient vraiment à cœur, il va falloir qu'on transforme son mode de financement. Parce que si on continue de puiser dans les ressources de l'État, vous vous souvenez très bien de la courbe de la dette qui n'arrêtait pas de monter, on ne va pas pouvoir continuer très longtemps. Tout le monde a essayé, donc que ce soit de droite ou de gauche, les seules solutions court-termistes qu'on mettait en œuvre, c'était piocher dans les finances publiques. Et voilà, j'aime beaucoup ma vache étatique qui montre que on ne peut pas continuer indéfiniment comme ça, naturellement. Et si on veut effectivement préserver ce modèle social tout en arrêtant de puiser dans les finances de l'État, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une seule, c'est effectivement tout miser sur l'emploi. C'est le pari qu'on fait depuis 1 an, qui donne des premiers signes plutôt positifs et encourageants. Voilà, donc tout miser sur l'emploi. Si ça arrive, je vais vous mettre les 4 en même temps. C'est à chaque fois on parle, à chaque fois qu'on prend une mesure, que ce soit par exemple les fameuses ordonnances travail de l'été dernier. Là, il n'y a pas longtemps, on a voté la réforme qui permet de choisir son avenir professionnel. On va être amené d'ici les prochains jours à voter la fameuse loi Pacte. Tout ça, c'est vraiment pour libérer justement les énergies de ceux qui entreprennent. On a énormément d'entrepreneurs sur nos territoires qui sont à même de proposer de l'emploi, mais qui sont sclérosés par un certain nombre de charges, de lourdeurs administratives. Et le but, c'est vraiment de libérer, parce que moi j'en rencontre beaucoup et j'en entends beaucoup qui me disent mais on pourrait, mais alors c'est d'un compliqué, les seuils de salariés, enfin voilà. Donc on essaye vraiment de libérer le travail. C'est pas un vain mot, vous l'entendez tout le temps. Mais vraiment c'est une attente et déjà comme je vous ai dit ça commence à bien fonctionner. Transformer notre société en profondeur, on a l'impression qu'on est quand même encore un peu à la traîne alors qu'on est au XXIe siècle, et transformer notre société en profondeur pour créer de l'emploi, c'est aussi aller vers tout ce qui est numérisation,
robotisation, il ne faut pas qu'on ait peur, et là aussi, il faut qu'on y arrive. Il y a beaucoup d'emplois à la clé. Alors on libère d'un côté, mais il ne faut surtout pas laisser sur le bord du chemin ceux qui ont un petit peu plus de difficultés pour X raisons, les plus faibles. On veut continuer à les protéger, à faire en sorte de mettre en place des mesures qui leur permettent à eux de s'émanciper. C'est vraiment, là je pense qu'on a bien résumé ce fameux modèle social. Alors, relancer tout ça, c'est aussi naturellement redonner du pouvoir d'achat. Je vous ai listé un certain nombre de mesures dont vous avez déjà dû entendre parler. Alors redonner du pouvoir d'achat, encore une fois, sans oublier les plus modestes. Au contraire, alors par exemple pour les familles monoparentales, on sait que c'est celles qui sont très souvent le plus proches du seuil de pauvreté. Donc on a augmenté le complément de mode de garde des enfants. Ceux qui sont au minimum vieillesse, donc vraiment nos aînés qui sont le plus en marge de la société, là on a augmenté le minimum vieillesse de 100 €, en passant de 800 à 900 €, et de même pour l'allocation adulte handicapé qui va progressivement sur 2-3 ans augmenter de 90 €. Alors pour tous, qu'il s'agisse, pour tous les actifs, que ce soit les salariés ou les indépendants, les fameuses réductions des cotisations salariales. Effectivement, tout ce qui est cotisation maladie, chômage, donc on a réduit. Ceux d'entre vous qui sont des salariés ont dû voir dès janvier, donc ça fait maintenant 6 mois, sur leur feuille de paye, et que leur salaire net, ce qu'ils avaient dans leur poche, au final, il y a un peu plus. Donc voilà, c'est en revalorisant le travail, en redonnant du pouvoir d'achat. Et l'augmentation de la prime d'activité qui concerne également tous les actifs. Et pour tous, qu'il s'agisse des actifs ou des retraités, la fameuse taxe d'habitation, qui va être supprimée pareil par tiers. Le premier tiers sera supprimé dès cet automne. Donc là, les retraités en bénéficieront également. Et les retraités qui ne bénéficiaient pas jusqu'à maintenant du crédit d'impôt des services à la personne et qui pourtant utilisent énormément ces services à domicile, pourront bénéficier de ce crédit d'impôt. Alors en contrepartie de effectivement redonner du pouvoir d'achat à tous, de préserver notre modèle social, qui, comme j'ai essayé de vous le montrer, et j'espère que ma démonstration a été convaincante, est inversé par rapport à l'époque, au contexte d'après-guerre quand il avait été créé. Alors en contrepartie, effectivement, la hausse de la CSG qui impacte tout le monde, donc les actifs comme les retraités. Je sais que les retraités, effectivement, ont du mal. Je vois des... Ouais, tout à fait. Donc voilà. Mais c'est pas pour rien. C'est vraiment pour maintenir notre modèle de société, notre solidarité, et on y tient énormément, donc il faut qu'on change le financement de notre système de sécurité, parce qu'encore une fois, les actifs seuls ne peuvent plus financer intégralement ce système qui a vocation à servir à tous les Français. Voilà, j'en arrive à la fin de la présentation, dont la vocation c'était vraiment pour essayer de resituer, de vous expliquer pourquoi on souhaitait maintenir ce système de solidarité, et qu'il y a beaucoup moins d'actifs aujourd'hui que juste après-guerre, quand notre modèle social a été mis en place. Alors je vais passer aux questions. Je vais voir un petit peu avant, merci. S'il y en a dans la salle, j'avais une question sur le graphe, juste pour la présentation, pour la tendance. Alors, première question de Nicole. Donc ça, c'est une question internet. La politique du gouvernement favorise les riches et illibérales, donc à droite. Avez-vous l'intention de faire du social et de mettre la barre à gauche?
Alors c'est vrai qu'on entend très souvent dans les médias, on entend plein de choses dans les médias, c'est aussi pour ça que je vais aller à votre rencontre, parce que j'entends des choses, ou même parfois voilà, j'assiste à des séances, quand je vois les comptes rendus de séances le lendemain dans les médias, je dis mince, on n'a pas assisté à la même chose. Les médias, voilà, pour certains ont le chic pour mettre, voilà, focaliser sur certains points et un petit peu oublier tout le reste qui est tout aussi important, voire davantage. Donc oui, on n'aurait qu'une seule jambe droite, et souvent on nous dit « et votre jambe gauche ». Alors, plus généralement, je constate que pour toutes les lois qu'on est amené à voter, il y en a une récemment qui est la loi Asile et Migration, où effectivement la droite disait qu'on était beaucoup trop laxiste, et puis la gauche, à l'inverse, disait qu'on était beaucoup trop rigoriste. Donc dans ces cas-là, on se dit qu'au final, on prend des mesures qui sont assez équilibrées. Donc ni utopie, ni rigorisme, et je pense vraiment, on est sur le pragmatisme. Alors trop libéral souvent, voilà, quand on me dit ça, mais vous faites une politique vraiment de droite libérale, c'est parce que on essaye d'encourager les entrepreneurs. Mais sans les entrepreneurs, justement, enfin, quid de l'emploi? On a besoin vraiment de faciliter la vie à ces entreprises, à ces entrepreneurs, parce que le but, comme je l'ai dit et comme je vais le redire, c'est que là on n'a plus le choix, c'est qu'il faut qu'on sorte de ce chômage de masse pour relancer effectivement notre pays. Donc voilà, la politique libérale qu'on peut parfois nous reprocher, pour moi elle ne va pas du tout dans le sens du libéralisme, elle va au contraire dans le sens de la création d'emplois. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois en revanche on fait attention de protéger ceux qui sont mis de côté et de leur donner les moyens d'aller plus loin. Parce que pareil, dans les médias, vous pouvez entendre qu'on supprime les allocations, que voilà, mais c'est pas du tout le cas. On préfère de loin donner les moyens aux personnes de s'émanciper. C'est par exemple ce qu'on a fait donc avec la fameuse loi sur choisir son avenir professionnel. On redonne vraiment de la valeur à tout ce qui est les cursus relatifs à l'apprentissage. Donc voilà, permettre aux gens de s'en sortir par eux-mêmes plutôt que faire des pansements à coup d'allocation. C'est plutôt ça l'idée. Oui, mais quand on voit les grands patrons toucher des salaires faramineux, on voit que ça, sans être marxiste... Ah oui, mais alors là, le gouvernement n'y est pas pour grand-chose, et il n'empêche, en ce qui concerne le dernier grand patron qui a fait parler de lui, à savoir le PDG de Carrefour, il a été quand même un petit peu recadré par Bruno Le Maire. Oui, il faudra qu'il le fasse. Parce que c'est obligé que les gens soient choqués. Tout à fait. Alors, une question de François qui me dit que les retraites sont gelées depuis 5 ans, 8% de chute de pouvoir d'achat. Alors, il fait un calcul, ça fait 10% avec la CSG qui augmente, et il conclut « Sarkozy n'avait pas osé ». Voilà. Pardon ? C'est vrai, je vais essayer de remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Retraite gelée depuis 5 ans, c'est pas tout à fait exact. Alors il n'y a pas eu de revalorisation en 2014 et en 2016, mais sinon les autres années, effectivement, les retraites ont été réévaluées. Et Macron les a même réévaluées de 0,80% en octobre dernier. Alors, effectivement, concernant... Alors, c'est ça que vous appelez par retraite gelée. Non, je crois sur parole. Mais... Alors attendez. Pardon ? C'est Fillon qui a bloqué la retraite. Après, ça n'a jamais augmenté. Alors Fillon c'était sous Sarkozy, mais là on dit justement Sarkozy n'a pas osé. Écoutez, moi, pour moi, voilà, le calcul est quand même un petit peu... alors, j'ai du mal à le suivre, de passer de 8% à 10%
de diminution. Et pour l'augmentation de la CSG, je ne vais pas revenir dessus, je vous en ai parlé, c'est vraiment pour nous aider à sauvegarder donc, cette protection sociale. Il n'empêche pour les retraités, quand même, alors vous n'avez pas l'effet tout de suite, effectivement, l'agenda, on peut avoir des choses à redire dessus, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire toutes les mesures en même temps. N'oubliez pas que votre taxe d'habitation, dès octobre, vous n'allez plus en entendre parler. Partir. Ah, mais alors, c'est merveilleux, parce que alors, dès qu'il y a une augmentation, là, tout le monde dit ah, oui, oui, effectivement. En revanche, quand on redit depuis plus d'un an, parce que c'était même une promesse présidentielle, que la taxe d'habitation, et même au départ, ça devait être que pour 80% des Français, et au final, tous les Français vont être exonérés de la taxe d'habitation. Donc, on se revoit dans 2 ans, et je pense que sur toutes les feuilles, qu'il s'agisse de paie ou de retraite, le compte sera bon. Ça sera financé comment? C'est surtout ça la théorie. C'est en pleine discussion, absolument, mais toujours est-il que les communes seront remboursées à l'euro près. Il y a hier, voilà, la délégation en collectivité locale qui se réunissait pour évoquer ça. Vous savez, j'imagine, puisque vous avez l'air connaisseur, qu'il y a un rapport qui a été rendu, qui est en train d'être étudié, et surtout le gouvernement concerte avec les différentes associations d'élus. Aujourd'hui, on a entendu que le crédit d'impôt sur les travaux... Ah mais alors, vous pouvez entendre plein de choses, mais attendez que ça passe en discussion, parce que, voilà. Alors, il y a une question de 2 personnes. Une personne anonyme, Monsieur X. Alors en général, j'aime bien savoir à qui je m'adresse. Mais c'est pas grave, je vais répondre quand même. Et voilà, on l'a regroupé avec celle de Bruno concernant la volonté du maire de Caluire de construire un centre commercial sur la terre des Lièvres. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Caluirards ce soir ici présents, mais je pense que... Bon. Alors, j'avais déjà été sollicité effectivement à ce sujet. Je sais que ça préoccupe beaucoup les Caluirards. Et je me suis renseigné sur le dossier. Moi, j'ai jamais entendu, à l'heure d'aujourd'hui, parler de la création d'un centre commercial, mais en revanche, de la création hypothétique, en tout cas en cours de discussion, d'une jardinerie. Donc voilà. Après, ce qui est une intention communale ne veut pas du tout dire que c'est un projet qui est ficelé et qui va aller jusqu'au bout. Surtout que sur ce genre de projet, la commune, quelle que soit la commune, n'est pas la seule qui prend les décisions, mais tout ça se fait en coordination et en négociation avec la métropole. Et en général, ça se passe assez bien. Moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance justement à la commune et à la métropole sur la capacité à prendre des décisions qui soient des décisions équilibrées, des décisions de compromis. Évidemment, je vais continuer à suivre parce que je sais que voilà, vous êtes un certain nombre à être très sensibles à ce sujet. Donc voilà, je vais suivre ce dossier pour voir ce qu'il en est. Si effectivement il y a un projet de centre commercial, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas que ça impacte le commerce de proximité, parce qu'on parle beaucoup de nos commerces de proximité, et c'est très important dans nos petites bourgades. Voilà, donc affaire à suivre. Il faut aussi, et c'est dans les discussions, j'imagine bien volontiers, entre la commune et la métropole, faire attention à tous les axes routiers qui sont déjà saturés. Les Caluirards, je ne leur apprendrai pas que Charles de Gaulle est toujours blindé. Moi-même, pour l'apprendre assez souvent en allant prendre mon train à Part-Dieu, surtout ces derniers temps, comme je ne pouvais pas prendre de train vu les grèves, j'allais en voiture. Et voilà, donc tout ça, c'est des choses effectivement auxquelles il faut faire très attention. Alors, Roger qui me dit: on ne vous voit pas beaucoup à l'Assemblée nationale, vous faites quoi? Très bonne question. Beaucoup se la posent. Alors, ce que je fais à l'Assemblée, c'est vrai que je sais que c'est un mystère. Donc c'est pas un mystère parce qu'en fait, il n'y a pas du tout de mystère. Mais je vais vous prendre un exemple très concret.
Par exemple, ce soir, il y a effectivement une séance, on est jeudi soir, il y a séance à l'Assemblée, dans l'hémicycle. Je n'y suis pas, mais je suis avec vous, en revanche. Mais quand bien même je serai à Paris, au Palais Bourbon, en même temps que la séance à l'hémicycle, eh ben, il y a une commission à laquelle j'appartiens qui se réunit pour discuter. Donc déjà, même si j'étais à Paris, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que soit le mercredi soir, soit le jeudi soir, et, voilà, s'il y a vraiment des lois très 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 importantes, ou enfin bon, j'y reste un peu davantage, mais je considère qu'il y a énormément de travail sur notre territoire. En tant qu'ancienne élue locale, je suis restée conseillère, je trouve que c'est là aussi où c'est le plus passionnant. On va à la rencontre des gens, quels qu'ils soient, des habitants qui me sollicitent aussi pour des soucis, voilà. Donc je veux rester disponible et accessible pour les habitants de la circonscription. Je rencontre aussi beaucoup les élus qui aussi ont des revendications, j'allais dire, naturelles pour leur territoire. Donc voilà, je suis davantage présente sur le territoire qu'à Paris. Ah, et le troisième tiré, j'avais pas vu, courage, l'avenir est en vous. C'est pas une question, mais merci beaucoup, Jean. Alors, quelqu'un, Denise, qui me dit, on revient, j'allais dire, au sujet des départs. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de retraités qui sont contents de l'entendre évoquer, non. Mais bon, les retraités qui sont mécontents justement de la hausse de la CSG. Et mais c'est vrai, comme je vous l'ai dit, je vous le redis, on sait très bien que c'est un effort qu'on demande aux retraités. On aurait préféré ne pas le faire, évidemment, c'est des décisions qu'on prend pas du tout de gaieté de cœur. Mais voilà, il y a de fait une partie des retraités qui voient leur pension baisser. Alors ça ne changera pas tout, mais essayez de vous dire quand même que c'est pour sauver notre modèle social, que c'est vraiment un geste de solidarité. Et je le redis, même s'il y a des sceptiques, c'est qu'une fois que votre taxe d'habitation sera supprimée, alors rendez-vous dans 2-3 ans en fonction de l'agenda échelonné, normalement l'impact de la CSG sera nul, voire même sera compensé par la suppression de cette taxe d'habitation. Sauf que ça sera pour tout le monde. C'est pas que pour les retraités, la suppression. Absolument, mais les retraités... On ne peut pas mettre en avant la suppression de la taxe d'habitation. Allez, alors à l'inverse, vous pourrez pas dire que vous êtes les seuls à perdre sur votre feuille de retraite, puisque normalement non, ça va être compensé, voire aussi un petit peu réaugmenté. Bon. Non, la taxe d'habitation, vous aurez déjà un tiers qui va être supprimé dès octobre de cette année. Voilà, je vous laisserai faire les calculs chacun, ou alors attendre la bonne nouvelle en octobre. Oui, concernant aussi les retraites, les retraites de reversion, on en a entendu parler. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut savoir dès maintenant? Eh bien parfait, justement, c'est la fiche que je viens de prendre, je sais pas si les pensions de reversion ont donné lieu à une certaine cacophonie. Pourquoi? Alors, on entend effectivement beaucoup de choses depuis 2-3 jours au sujet des pensions de réversion, mais on finit par avoir l'habitude, c'est un peu regrettable parce que ça fait peur, ça crée vraiment des craintes qui n'ont pas lieu d'être, parce que c'est un sujet qui est en pleine discussion. Vous n'êtes pas sans savoir que les retraites vont être réformées dans leur intégralité, que c'est Monsieur Delevoye qui a été chargé d'essayer d'y voir plus clair, qui consulte énormément. D'ailleurs, je vous invite tout à chacun, il y a une consultation qui est ouverte à tout le monde. Participer, alors sur le site du gouvernement, vous trouverez, et donc chacun peut effectivement, sur différents sujets, sur différents thèmes qui concernent la retraite, donner son avis, dire ses craintes, et vraiment c'est ouvert à tout le monde. Et je fais une petite parenthèse, c'est vraiment une méthode qu'on applique maintenant de plus en plus, presque pour tous les sujets. On consulte naturellement avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit. Pour en revenir aux pensions de réversion, voilà, c'est presque facile d'agiter le drapeau rouge. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise. On sait très très bien les craintes
que les retraités, et en particulier les hommes, ont à ce sujet, parce qu'il s'avère que la génération actuelle de femmes retraitées touche une pension beaucoup moindre que son mari. Donc non, tout ça, on en est plus que conscient. Il n'est pas question aujourd'hui d'y toucher. On le dit et redit depuis 2-3 jours. Le Premier ministre n'arrête pas de s'exprimer à ce sujet-là. Voilà, encore une fois, les discussions, les consultations au sujet de la réforme des retraites en général sont en cours. Et laissons le temps au temps, mais ne nous inquiétons pas avant l'heure, j'allais dire. T'as encore des questions, mais il est 20h, je viens signer là, parce qu'on en a pas mal dit. Eh bien écoutez, puis après c'est des questions anonymes en plus. Donc voilà. Non. J'ai une question. Non, pardon. Alors je prends la question. Quelles actions de prévention contre les maladies chroniques, obésité, diabète. Pardon ? Ah c'est moi, c'est vous, pardon. C'est plutôt le rapport entre l'aspect santé et environnement. Oh là, mais vous êtes en plein dedans. Très peu mis en avant. Ah bah alors détrompez-vous. Détrompez-vous, écoutez, hier, avant-hier, il y a eu un grand raout de tout le gouvernement à entourer Nicolas Hulot pour présenter vraiment un gros plan, justement, en ce qui concerne de tous ces sujets-là. Oui. Effectivement, et Nicolas Hulot a toujours râlé, et devant tout le monde, et il avait raison, en disant tout le monde s'en fiche de tout ce qui est développement durable, environnement, on fait attention à la planète, et là non, vraiment, le signe, et après je veux laisser la parole, le signal très fort, enfin je veux dire, c'est pas rien, tout le gouvernement qui entoure, dont le Premier ministre qui entoure Nicolas Hulot pour dire là on s'y met vraiment, et justement ça impacte chaque ministère, on n'a pas un ministère, donc complètement d'accord qu'il faut qu'on change, je veux dire, notre environnement, parce qu'il y a de plus en plus, c'est un fait, et voilà, tout le monde en est conscient, qu'il y a un certain nombre de maladies qui sont dues à ça. Voilà. Mais je suis d'accord là-dessus. Mais il y a quand même quelques points ponctuels. On assiste, par exemple, ces dernières années, on nous a beaucoup parlé de pollution de l'air intérieur, oui. et largement. Et on est en train, actuellement, dans tous les transports publics, enfin, dans beaucoup de villes en France, de mettre du parfum. Oui. Donc on rajoute un polluant. Oui, le tabac, on l'a éliminé, et maintenant qu'on a dégagé le tabac, on rajoute un polluant avec les parfums. Là, je crois vraiment qu'il y a une position à prendre et qu'il faut interpeller. Mais qui est beaucoup plus large que ça, c'est pour ça. Enfin, là, je vous dis, vraiment, faites confiance à Nicolas Hulot. Enfin, c'est pas Nicolas Hulot qui posera la question. Non, mais en tout cas, soyez certaines, soyez certains que vraiment c'est un sujet qui n'est plus du tout mis de côté. Alors, on va arrêter là. En revanche, ne soyez pas frustrés, je vais circuler, n'hésitez pas à venir me voir. Je suis complètement ouverte à toutes les questions. Et puis, celles qui sont vraiment beaucoup trop... Voilà, non, celles qui sont beaucoup trop techniques, vous me permettrez, alors non pas de voter en touche, mais voilà, d'interpeller les personnes vraiment compétentes. Je vous remercie, puis tout de suite pour ceux qui le souhaitent.